Bonjour et bienvenue au Coin du Feu, moi c'est Cook, et aujourd'hui je suis toujours avec mon fidèle compagnon, Ethno. Salut. Et ben on est bien content de vous retrouver au Coin du Feu. Avec ces chaleurs estivales, je pense que les petites saucisses grillées au crépuscule, ça va être sympa. Ouais. Enfin, chaleur estivale, tu t'emballes un petit peu, hein. Moi, j'ai encore été malade toute semaine. C'est pas le top encore, hein, pour l'instant. On n'est pas sorti de l'hiver. Non, pas encore, mais on s'en Mais par rapproche. contre, pour les saucisses, je suis preneur, hein. Je t'enverrai ça par la poste. Ouais, super. Alors, chose incroyable, aujourd'hui on a tous les deux une news. Enfin une news, des parutions en fait. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Enfin, des nouvelles parutions, quoi. Ouais, parce qu'on voulait pas se fâcher sur la BlizzCon, puisque ni toi ni moi ne l'avons eu. Exactement. Puis, vu ce qu'ils nous ont sorti, parce que j'ai quand même suivi ça de loin, rien de neuf à l'horizon, hein. Toujours du réchauffé, quoi. Est-ce que tu l'aurais suivi comme on tient une saucisse par le bout du bâton? Ouais, exactement. Et quoi que je pense tenir une saucisse avec plus d'entrain que j'ai suivi la BlizzCon. Bah, je crois qu'on va arrêter nos bêtises maintenant, parce que sinon on va avoir pour des heures. Voilà, c'est ça, exactement. Bah, je démarre. Allez. Eh ben, allez, vas-y. Comme ça, après, je te laisserai parler tout à ta guise. Allez, ça marche. Alors, je vais vous parler d'une BD une vieille BD. Alors, je sais plus si c'est fin 70 ou au milieu des années 80 qu'elle est sortie à la base. Et elle va être rééditée chez Glénat. Il s'agit du Mercenaire. Donc, ils vont sortir une intégrale va être constituée de plusieurs tomes. Alors, je sais pas exactement le nombre. Je crois que c'est 3 tomes. Doit y avoir une douzaine de tomes en tout. Donc l'auteur c'est Vicente Segrel, pardon, c'est un auteur espagnol si je me souviens bien, qui à la base était un dessinateur industriel. Et ça se sent pas mal dans le coup de crayon, on va dire. C'est très très réaliste. Enfin, moi c'est une des BD que je lisais dans la bibliothèque de mon père et qui m'a fait accrocher à la bande dessinée et à la fantasy. Un univers incroyable. Enfin, je conseille, c'est vraiment cool. D'extérieur ça a l'air très basique et un peu caricatural. Par certains côtés, ça l'est, mais franchement, rien qu'au niveau du dessin, ça vaut le détour. Et l'histoire, elle est plus intéressante que ce qu'on imagine, et surtout l'univers, il est vraiment ouf. Enfin, moi, ça a complètement influencé ma vision des mondes imaginaires. Et là, je vois que, donc, pour trouver le nom de l'auteur, parce que je me souvenais plus de son prénom, j'ai dû aller sur Amazon. Et alors, tiens-toi bien, les clients qui ont acheté cet article, donc l'intégrale qui sort que le 24 mars, ont aussi acheté du scotch, du ruban adhésif d'emballage PVC. Ah, c'est peut-être pour les offrir, du coup. C'est ça, c'est peut-être pas pour eux, mais pour les offrir. Le prix est de 35€, et là, je vois que sur Amazon, il est prévu pour le 14 avril 2021. Donc, est-ce qu'on m'aurait flouté sur la date, ou est-ce qu'ils l'ont pas au même moment? Je sais pas trop. Ouais, après, bon, il peut y avoir peut-être qu'il a été décalé aussi. Ouais, possible aussi, ouais. Parce que ça fait un moment que je suis pas allé voir, peut-être qu'il y a eu une mise à jour. Voilà, j'ai dit que c'était chez Glénat. Oui. Ben, pour les infos, elle est plutôt chez Glénat, sauf pour le nom et ouais, prénom voilà, de l'auteur. Ouais, c'est ça. Heureusement qu'il y en a un de deux qui suit quand même, hein. C'est ça. Et si je vous en parle, c'est que je risque fortement de me le procurer et puis de chroniquer ça un peu en détail. Je pense que ça va faire rejaillir la nostalgie. Ouais, mais c'est bien ça. Je veux sur la nostalgie aussi, c'est pas mal. Bah moi je vais parler d'une nouveauté qui est sortie après. Enfin c'est pas une vraie nouveauté hein, parce que du coup c'est la sortie en poche du dernier Alain Damasio, Les Furtifs. Je pense que c'est important d'en parler, enfin ou au moins de le souligner parce que c'est quand même un auteur majeur du paysage SF français. Et c'est vrai que la dernière fois qu'on avait enregistré, je crois qu'on n'a pas pensé, ou du moins j'ai pas pensé à en parler. Donc du coup voilà, c'est sorti en poche. J'ai vu pas mal d'interviews du bonhomme, donc après on aime ou on n'aime pas, hein, concrètement. Mais il véhicule quand même pas mal ses idées, hein, parce que c'est un peu le but du truc. Et concrètement, je pense que ça a l'air pas mal, parce que j'avais pas lu à la sortie, dans la mesure où c'était un bouquin énorme, un peu cher, hein, faut le dire, parce que c'est vrai que les belles éditions sont quand même un peu chères. Donc je voulais attendre la sortie poche. Et si j'en parle, c'est parce que du coup, je pense le chroniquer ou en parler, du moins peut-être dans un chrono critique ou quoi que ce soit. Dans le futur parce que c'est les thèmes récurrents chez Damasio, hein, la technologie, tout ça, l'impact que ça peut avoir sur les humains. Et j'espère que ce sera bien. Et je vous ferai un retour de lecture dès que je l'aurai entre les paluches.
Et ouais, moi c'est le seul Damasio que j'ai pas encore lu. Donc je suis assez curieux de voir ce que tu vas en dire. On pourra peut-être faire une lecture croisée, je sais pas. Oula. Bah justement, moi je pense que ça peut être un bon truc. Il y a des choses à dire avec Damasio, quoi qu'il en soit. Ouais, c'est pas... Oui, dans tous les cas, que ce soit dans le positif ou le négatif, hein, même en sortant de la dichotomie plus et moins, il y a beaucoup de choses à dire, ouais. Ouais, exactement. C'est pour ça, c'est quand même des trucs qui sont bien écrits. Hein. Après, voilà, le style, comme d'hab, hein, c'est on accroche ou on n'accroche pas. Est-ce que c'est trop intellectualisé ou quoi que ce soit. En tout cas, moi, les interviews que j'ai vues de l'auteur, c'est vrai que moi, personnellement, j'accroche pas mal à beaucoup de ses idées. Et d'ailleurs, il est passé sur un petit format de Combini qui est pas mal, je sais pas si tu connais, où ils interviewent des auteurs. Et ils les foutent dans une librairie, en gros, et les mecs font le tour en conseillant des bouquins et tout ça. Puis tu t'aperçois que le mec est vraiment pas amateur de SF, en fait. C'est ça qui a été marrant, et il le dit d'entrée. Hein. Il dit, moi, la SF, concrètement, c'est pas mon truc. Mais par contre, il s'est orienté sur un rayon qui, moi, me parle beaucoup. C'est la philo, et du coup, je me suis procuré un des bouquins qu'il conseille sur le truc. Et je trouve ce bouquin super intéressant, et du coup, c'est vrai que je rejoins quand même pas mal de ses idées. Et le bouquin, pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle pour une écologie de l'attention. Et donc ça parle du fait que l'être humain est de moins en moins concentré, en l'occurrence à cause des écrans et de ce qui se passe dessus, des réseaux sociaux et tout ça. Puis c'est franchement intéressant. Et il me semble que le sujet des furtifs, voilà, ça rejoint plus ou moins ça. Sachant que à ce problème-là, il y a un moyen très simple, un remède très efficace. Avoir un 3310. Exactement. En plus, tu sais que j'ai encore des vieux Nokia dans mes cartons. Certains même neufs. Je sais pas d'où je les sors, mais... voilà, t'as de la rechange. Hein. Il y a un truc bien plus efficace. Vous vous servez des réseaux uniquement pour suivre et écouter les annales d'Opale. Ouais, c'est pas mal ça. Comme ça, vous êtes concentré sur un truc. Ouais. Et le multitasking, ça passe après. Bon, on va peut-être parler de bouquins, non ? Ah, on est là pour ça. Jusque-là, on a parlé de livres. Je suis désolé. Hein, c'est vrai, c'est vrai, carrément. Mais et de saucisses, mais on va rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail. Alors aujourd'hui, je crois que ça va être un petit peu particulier pour tous les deux, hein, parce que pour moi, ça sera pas ça sera une chronique mitigée, on va dire, et toi, ça serait carrément une chronique pas content, mitigée aussi, pas content, voilà. Non, mais t'as raison, mitigée, je pense que c'est le bon mot, parce que je sais plus si on en a parlé, mais tacitement, on va pas parler vraiment de trucs qu'on a trouvé complètement nuls. Si on vous parle d'un ouvrage, et même si on va pas en parler de manière principalement positive, c'est pour faire ressortir des choses qui nous paraissent importantes. A priori, on va pas descendre les livres dont on va parler. Mais on va peut-être essayer de faire remonter ce qui nous a déplu et pourquoi. Non, faut toujours être constructif dans la critique, hein, ça de toute façon. Puis c'est des avis, concrètement. Après, ce qui nous plaît pas peut plaire à quelqu'un d'autre. Après, moi j'ai lu, sur celui que je vais vous présenter, j'ai lu des retours de mecs de personnes, qui disaient qui étaient emballés, d'autres carrément pas. C'est vrai qu'il y a, j'ai l'impression d'être le seul dans la demi-mesure, c'est-à-dire d'avoir apprécié certaines choses et beaucoup moins d'autres choses, mais les avis sont vraiment extrêmement tranchés. Mais ça, c'est parce que tu sais que si tu dis des conneries ou que t'as un jugement trop hâtif, ouais. Je vais te demander des précisions et du coup tu vas être obligé de m'expliquer, tu vois. Voilà, c'est avec les années après, voilà, c'est soit je fais l'ignorance, c'est-à-dire je fais le mec qui a pas entendu, ou soit je coupe le micro, hein, complètement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, pour revenir au bouquin, je vais vous présenter, alors ça va te faire marrer, ça j'en suis sûr, comme beaucoup de personnes, un livre qui s'appelle Plop. Ouais, là, ça part bien, ouais. Ça part super bien. Et c'est un livre de Rafael Pinendo qui est sorti en 2002. Donc l'auteur est argentin. Il est né en 1956 et mort en 2006. Et franchement, j'aurais vraiment voulu en dire plus sur ce mec-là, mais on trouve pas grand-chose. À part qu'il a commencé à écrire très tôt et qu'il a visiblement brûlé, littéralement, tout ce qu'il a écrit avant sa majorité. Et en fait, apparemment, il aurait repris l'écriture beaucoup plus tard, vers 40 ans. Et j'ai d'ailleurs été assez étonné, car quand on voit le contenu de Plop, ça me fait marrer, je veux le dire, hein, je vous préviens, on serait prêt à croire qu'en fait l'auteur était vraiment engagé dans quelque chose, et qu'il critiquait vraiment amèrement un système ou une politique en place, mais non. Je pense simplement, comme toutes les personnes qui écrivent du post-apo, il a juste voulu chambouler l'humanité en lui retirant ses repères,
et lui en imposant des autres. En fait. Donc maintenant, je vais parler vraiment du bouquin, et le mieux pour une fois, c'est que je vais lire la 4e de couverture, et je développerai après en partant de ça. Donc Plop, c'est le bruit qu'il a fait en tombant dans la boue à sa naissance. Plop, c'est le nom dont on l'affublera désormais au sein de la tribu. Le groupe l'accepte, évolue dans ce monde d'après, au milieu des déchets, des gravats et des pluies incessantes. Cette fin du monde a pour décor des immondices, pour habitants des humains en fuite permanente et soumis à une loi du plus fort. Mais Plop, lui, est différent. Il va plus loin que les autres, il se hisse, sort du trou. Donc déjà, je suis désolé pour ma voix de canard, parce que je me traîne une sinusite depuis quelques temps et j'ai l'impression d'entendre que ça, que ce son qui résonne dans mes sinus. Donc voilà, déjà je tiens à m'excuser pour ça. Ah tu sais, chacun son calvaire, hein. Moi j'ai la voix de Barry White quand je suis... Oui, mais bon, hein, pour emballer les lames, ça va bien. Donc voilà pour Plop. Et donc même si le nom peut prêter à rigoler, et en fait il est loin d'être drôle, hein, mais bien au contraire, Plop est un livre grave, voire très grave. On se retrouve dans un monde donc où une apocalypse a eu lieu, mais on ne sait rien là-dessus. Elle n'est même pas évoquée, mais on sait que les humains ont survécu et que la société a dû se réorganiser donc en fonction de ça. Donc comme l'indique la 4e de couverture, l'humanité est retombée dans une sorte d'état primitif, mais elle a tout de même gardé quelques repères de son passé, comme la hiérarchie par exemple. Le groupe est divisé donc en castes, en gros. Il va y avoir les sacrifiés, donc c'est en général ceux qui sont pas tenables, hein, un peu les troublions, et qu'on enverra se faire littéralement laminer en cas de danger, une sorte de chair à canon, quoi. Les utiles, qui sont donc assez dociles, et les autorités. Donc je schématise, c'est vrai que je rentre pas dans le détail, mais l'idée est là. On se rend vite compte que cette société-là est calquée sur la nôtre, finalement, et l'auteur va en profiter pour prendre un problème, un mal bien de chez nous, et qui, je pense, ne cessera pas, même limite une fois que l'humanité sera éteinte, et je veux parler de la violence. Et cette violence, il va la prendre, la rouler en boule, et littéralement nous l'envoyer bien, mais alors bien dans la tronche, genre puissance 1000, quoi. Hein. J'ai beau tourner autour du pot depuis que j'ai commencé, mais bon, va falloir quand même bien que j'en parle à un moment ou à un autre. Mais Plop est sans doute le livre le plus violent que j'ai pu lire jusqu'à présent. Mais vraiment. Ici, tout est cru, sans pitié, et dénué de tout manichéisme. Déjà, l'univers où évoluent les personnages est extrêmement dur. Il pleut tout le temps, et la tribu, j'utilise volontairement ce mot car j'y reviendrai tout à l'heure, patauge littéralement dans la boue tout au long du roman. Donc les immeubles n'existent plus, et du coup la tribu habite un campement très primaire, très sommaire, où tout ce qui les entoure est dangereux. La faune est dangereuse, la flore, je vous en parle même pas, et les individus eux-mêmes sont dangereux les uns pour les autres. Je sais pas si vous voyez le machin, mais c'est quand même assez choucard quand même. Pour couronner le tout, dans ce monde d'après, ce monde d'après est rempli d'ordures. Donc comment dire, niveau confiance dans l'environnement direct, c'est vraiment très limité. Et le lecteur est directement confronté à ça par l'écriture sans concession de l'auteur. Les phrases sont courtes, le langage est cru, et les chapitres durent simplement quelques pages, voire même limite une page hein, pour certains. Et les événements ne durent jamais vraiment dans ce monde où les gens sont éphémères. Voilà comment Pimendo en fait nous martyrise littéralement psychologiquement, et il en faut pas plus en vérité. Pour continuer sur la société que l'auteur a créée, ou a recréée plutôt, on ne donne pas naissance, par exemple, mais on fait une mise à bas. On ne fait pas l'amour, on s'utilise, et quand on meurt, on est recyclé pour être donné à manger aux cochons qui seront eux-mêmes consommés. Alors, bon, je vais être très franc, mes connaissances en matière de circuit court, c'est extrêmement limité, mais il me semble que là, je sais pas vous, mais moi personnellement, ça me donne pas envie de reprendre du rap de côte de porc à la cantine. Hein. L'auteur crée donc un langage particulier qui s'articule autour de cette tribu et qui s'inscrit totalement dans l'idée de cette société. Hein. Et c'est tout de même dur car l'humain se retrouve vraiment relégué au rang de simple animal hein, et vidé de tout ce qui fait, tout ce qui constitue une partie de son essence,
c'est-à-dire l'amour, la compassion, et ça colle parfaitement à cette notion de manichéisme inexistante dans cette société. Il n'y a jamais de remords, il n'y a jamais rien. L'histoire, parce que il y a quand même une histoire là-dedans, se concentre donc sur Plop, un personnage, qui évolue au sein donc de ce groupe. Il débute en bas de l'échelle, littéralement, dans la boue, et il va atterrir dans le cercle des personnes utiles, parce qu'il a été pris sous une bonne aile quand même, qui a bien voulu l'aider un petit peu, et donc du coup, il va pas se faire sacrifier. Il va faire son petit bonhomme de chemin jusqu'à arriver en haut de la pyramide. Alors, il faut pas croire que Plop va arriver là à grands coups de sourire, ultra bright. Pas du tout. Ici, c'est au diamètre du biceps que ça se joue, comme dans la nature. Plop, lui, il s'embête pas avec les sentiments. Il complote, il tue, et il viole aussi quand l'occasion se présente. Et tout ça va lui permettre d'accéder au pouvoir sans l'aide de personne. C'est d'ailleurs une particularité du groupe, cette sorte d'individualisme-là. C'est omniprésent. Quand on pense que les liens se sont tissés entre un groupe de personnes, ou deux personnes, ou plusieurs personnes, tout ça est immédiatement jeté au feu. Pas d'espoir là-dessus. D'ailleurs, l'expression « s'utiliser » pour désigner l'acte sexuel renvoie déjà à quelque chose d'utilitaire en fait. Ça déshumanise totalement les rapports entre les gens, et de toute façon, il n'y a pas de rapport entre les gens. Aucun groupe n'a de chance, aucun groupe n'a d'avenir, et même le trio de base du roman n'aboutit à rien dans le temps. Tout le monde se retrouve tout seul, tout le temps. Chaque personne a une utilité bien précise, et peu importe ce qui lui arrive, de toute façon, c'est pas important, parce qu'il sera remplacé, ou en l'occurrence, recyclé, quoi. Au milieu de tout ça, je me doute que vous vous demandez, mais bordel, est-ce que ce livre il est bien au final? Parce que je vous dis, je vous en parle, mais est-ce qu'il est bien ou pas? Et ce à quoi je répondrais, il faut que vous le lisiez en fait. Parce que moi je fais que rapporter objectivement, j'essaye, ce que j'ai lu, mais si on parle là-dessus, j'ai quand même noté des trucs qui m'ont dérangé. Sans dire que, il y a certaines personnes qui trouveront sans doute que c'est bien, que c'est ce qui fait le sel du roman, mais moi personnellement, ça m'a dérangé. Donc, à certains moments, l'auteur soulève des idées, mais on dirait vraiment qu'il a préféré, se recentrer sur toute cette violence et ce sexe gratos, au final. Par exemple, l'auteur nous fait comprendre que l'ignorance est un des plus gros points faibles de ces sociétés futures, un peu comme la nôtre, d'ailleurs. Cette société pense par exemple que les albinos sont des aberrations de la nature, et ils sont automatiquement tués à la naissance. Bienvenue au monde. Un autre exemple, c'est dans l'écriture aussi. Les dialogues sont très brefs, les personnages ne développent pas vraiment, et les seuls personnages qui savent lire, c'est seulement eux qui font des phrases longues et développées. Donc en gros, on retrouve cette idée encore que Pinendo nous dit en gros que clairement que les livres, donc la connaissance, peut aider la tribu, ou l'humanité en général, à progresser. Donc très bien, moi là-dessus, je suis d'accord avec ça, la culture, les livres, l'éducation peuvent éviter la barbarie. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi ne pas avoir continué sur cette voie, plutôt que sur du graveleux ou du sensationnaliste. C'est possible que l'auteur veuille nous dire que la violence prendra toujours le pas sur la connaissance. Concrètement, c'est possible. Je sais pas ce qu'il a voulu dire avec tout ça. C'est possible, mais moi, quoi qu'il en soit, je trouve qu'il fait l'impasse trop vite et trop rapidement là-dessus. Après, le roman est extrêmement court. J'ai oublié de le préciser. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Je suis allé voir un petit peu la bête sur internet. Ouais. Je vois 176 pages pour un poche, c'est pas énorme, quoi. Non, c'est extrêmement rapide. Par contre, la couve, elle claque, hein. Ouais, même bien. Ça reflète bien, je trouve, ce monde très boueux, en fait, très, très marron, très, très, très pluvieux. Après, l'autre souci, pour ma part, ça se trouve au niveau des scènes de sexe. Alors, personnellement, je suis un lecteur qui aime bien, et surtout qui n'a pas peur d'être bousculé. La preuve encore avec mon avant-dernière chronique, pour ceux qui se souviennent, où le sujet de la pédophilie était traité, par exemple. Mais moi, j'attends personnellement que cette violence soit justifiée. Dans Plop, les scènes de sexe sont légion, et quand je parle de sexe, je parle, c'est un petit peu pêle-mêle, de viol, de scatophilie,
et plein de joyeuseté comme ça. Donc sur le principe, pourquoi pas, mais je trouve que ça colle pas avec l'idée primitiviste du roman. Je me suis demandé ce qui pouvait bien justifier tant de sexe, en vérité. Un instinct primaire. Bah, surtout que si on se raccroche à l'idée vraiment primordiale du sexe en tant que tel, on est sur la procréation et pas sur les idées de désir, d'envie, etc. Eh ben, exactement, c'est ce que je me suis dit. Enfin, qu'est-ce qui collerait mieux avec cette idée, en fait, de vraiment primaire, en fait, du sexe ? Et je me suis dit que oui, mais non, en fait. Autant du sexe, comme tu le dis, et c'est exactement, tu vois, donc je suis quand même content d'avoir eu cette réflexion-là, pour faire perdurer l'espèce, ou même pour assouvir un désir, en fait. D'accord, mais enclencher tant de thèmes dans ce domaine, et voilà, parce que j'ai pas tout dit, mais on parle d'homosexualité, de sadomasochisme, de triolisme et de torture, parfois. Et enfin, après, peu importe, je trouve, personnellement, qu'il y a rien qui justifie tout ça. Ouais, disons que j'ai l'impression que tout se mélange, parce que tu vois, parler d'un côté d'homosexualité, par exemple, là on parle d'une orientation sexuelle, Ouais. et t'as parlé d'autres, enfin deux pratiques sexuelles, puisque c'est pas la même chose, qu'on peut considérer déviantes ou non, ça après c'est une question individuelle, ouais, mais ça me prend du coup une qui n'est pas perso. du tout lié à ton attirance envers les hommes, les femmes ou autres, enfin tu vois, c'est vrai que ça a l'air un peu bizarre, que tout a l'air un peu mélangé sans vraiment de contexte, j'ai l'impression. Exactement, voilà, moi c'est ce qui m'a un peu interpellé, quoi. Je sais pas comment c'est dans le livre, mais peut-être que c'est pour donner aussi une dimension chaotique, dans le sens où tous les éléments de la société s'entrechoquent, et que tous les liens logiques qui nous permettent de garder la raison et d'avoir une société qui fonctionne à peu près, même si là-dessus on peut évidemment revenir largement sur la perception des différentes sexualités, par exemple. Mais peut-être que c'est aussi pour montrer que finalement il y a plus de hiérarchie entre ce qui est acceptable ou non, tu vois. Ah oui, non mais clairement les règles sont brisées, enfin, ils appellent ça, enfin, j'ai pas pu développer sur tout, mais il y a des tabous, il y a un tabou, en l'occurrence c'est le tabou, tu peux pas, en fait, les membres de la tribu ne doivent pas, ont pas le droit de faire voir leur langue. Ils doivent manger, en fait, la tête baissée, jamais à plus de 3. Et la salive aussi, c'est pareil, c'est quelque chose d'extrêmement tabou. Donc tu vois, il y a quand même des tabous dans cette société. Mais pas le viol, pas la torture, pas des trucs comme ça, en fait. Mais c'est Et expliqué ces tabous-là, ou c'est juste non, arbitraire Non, c'est pas... Il y en a qui meurent à cause de ça, mais... Ouais, mais je veux dire, même une explication religieuse ou une superstition, Aucunement. ou tu vois, il y a rien Non, du non. tout. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, voilà. Et voilà, j'en reviens à ce que je disais, c'est que moi je trouve qu'il y a rien qui justifie ça, parce que ça fait vraiment pas avancer l'histoire une seule seconde, en fait. Tu vois ? Donc, bon. Et on a vraiment l'impression, du coup, que l'auteur, il s'est déchargé littéralement de tout ça dans le livre pour choquer le lecteur un peu gratuitement. Donc bon, c'est voilà, sur ce point-là, c'est pas que je dis que c'est inutile, parce qu'il y a des scènes de sexe qui peuvent être utiles et qui le sont. Mais il y a beaucoup de choses qui sont futiles. Et que du coup, il y a certaines scènes qui empêchent clairement le récit de se développer, parce qu'ils volent un petit peu l'espace d'une idée qui aurait mérité plus d'espace à elle, tu vois ? Ouais. Bon, pour finir ma chronique, pardon, est-ce que je conseillerais Plop ? Alors, bizarrement, je dirais oui, parce que c'est le genre de livre dont il faut se faire une idée. Car, comme je l'ai noté, c'est vraiment une expérience. Parce qu'il met vraiment tous les sens en éveil. C'est-à-dire que moi, personnellement, je dis pas que j'en étais au point d'en avoir la tête qui tourne, mais putain, il m'a remué. Ça, c'est sûr. Après, on peut le voir simplement comme un roman post-apo de plus. Voilà, il faut le lire. De toute façon, c'est pas une grosse perte de temps, parce que il y en a pour 1 heure, 1h30 de lecteur, voilà. Mais cette violence, ce sexe et ce pessimiste noir, donc ça en fait soit un atout, soit la pire lecture que vous ferez. Donc personnellement, je pense que quelque chose m'a échappé, c'est possible, hein, un manque de subtilité ou un sensationnalisme peut-être trop exacerbé, mais pourtant bien assumé par l'auteur. Moi personnellement, je préfère le côté quasi mystique d'un des livres que j'avais chroniqué, qui est La Route de McCarthy.
qui dépeint un monde tout aussi violent, hein, parce que, voilà, hein, violent dans l'environnement et violent dans les rapports aussi, que celui de Plop. Mais j'ai préféré peut-être le message et la manière dont il est délivré. Mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est que ces bouts omniprésentes dans le livre, et Pinendo a su en recouvrir le lecteur, et elle nous coule vraiment dessus, lentement, de la tête aux pieds, et elle s'insinue en nous, elle nous empêche de respirer et nous fait suffoquer. Et la chose qu'on attend le plus finalement avec Plop, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, c'est que le livre se termine, qu'on puisse enfin retrouver une respiration normale. Du coup, je sais pas si je veux aller le lire. C'est à ta guise. J'ai envie et pas envie en même temps. Ouais, voilà, quoi. c'est ce que ça suscite. Parce que concrètement, j'aurais pu arrêter ma lecture en me disant, merde, il abuse ou quoi que ce soit, mais je l'ai fini quand même. Donc tu vois, ça titille toujours un petit peu cette curiosité malsaine que moi j'ai toujours assumée en tant que lecteur perso. Hein. Ça me dérange pas, mais voilà. Je pense qu'il faut le lire pour se faire vraiment une opinion, de savoir si on aime ou on n'aime pas. Moi, ce qui est assez marrant, c'est que je vais être un peu sur les mêmes idées avec le bouquin que je vais présenter, mais sous un autre angle. Ouais. Il y a un peu ce côté de sensationnalisme, mettre beaucoup de violence en fait pour choquer le lecteur, pas forcément, parce que quand tu t'y attends, finalement, c'est pas si choquant que ça. Et toi comme moi, on a tous les deux lu des livres qui nous ont déjà beaucoup remué, donc moi je pense que ouais, c'est ça. C'est rare quand même quand je tombe sur un livre qui au niveau de la violence en tout cas me projette à un autre niveau, on va dire. Parce que là où je te rejoins, c'est que le projet narratif se prête pas forcément à toutes les scènes et à toute la violence qu'on met à l'intérieur du roman, que l'auteur met dans le roman. Ce qui fait que finalement ça amoindrit à la fois le discours de l'auteur et ça rend la violence beaucoup plus, alors pas édulcorée, mais beaucoup plus plate, puisque omniprésente, et donc il y a plus encore une fois, de hiérarchie dans ce qui est considéré par le lecteur, mais aussi par les personnages comme quelque chose de contre-nature, de violent, d'inacceptable. Et t'as plus aussi cette dichotomie qui peut exister entre l'éthique du lecteur, on va dire, de notre vision d'être humain du 21e siècle, et une vision soit du passé, soit extraterrestre, soit, tu vois, un espèce de décalage qui te ferait réfléchir à des choses. Je pense, sur le thème de la sexualité, par exemple, Ursula Le Guin, elle a écrit, alors c'est la main gauche de la vie, si je dis pas de bêtises, qui parle on en avait déjà un peu... Ouais, on l'a évoqué, ouais. Toucher 2-3 mots dessus, et pour coup elle fait passer énormément de choses sur la sexualité, mais sans toute cette violence, etc. Et à mon avis il y a beaucoup plus d'intérêt à lire ce livre plutôt qu'un truc qui va juste être violent, puisqu'en fait il va rien t'apporter sur ta réflexion vis-à-vis de la sexualité en général. Non, bien sûr, hein, je suis tout à fait d'accord. Et c'est là où le bas blesse avec Plop, en fait, hein, c'est que voilà, ça tourne au gratuit, en fait. Ouais, on est dans le défouloir. Exactement. Écoute, ça fait une superbe transition. Voilà, ouais, je te laisse la parole. Hein. Puisque moi aussi je vais vous parler d'un gros défouloir, mais qui ne réussit pas non plus son côté défouloir. Donc ça, c'est encore plus grave. C'est frustrant. C'est très frustrant, sachant qu'en plus, c'est pas un pied qui a écrit ça, hein. C'est un auteur qui a de la bouteille et qui a déjà été récompensé. Je vais revenir un peu sur sa bio. Donc je vais vous parler de Vengeance de Fabrice Collin, donc édition Brajlon, en poche chez J'ai lu. Alors j'ai pas énormément de choses à dire sur l'auteur, mais quand même quelques points essentiels. Donc il a travaillé à Radio France et au Canard enchaîné, ce que j'ignorais avant de me pencher sur sa biographie. Il a commencé comme pigiste dans le jeu de rôle, ça se sent. En tout cas dans le livre Vengeance, ça se sent. Et il collabore avec la revue Casus Belli. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une des plus grosses revues françaises sur l'univers du jeu de rôle, tout simplement. Il me semble qu'on en avait parlé quand j'avais chroniqué La faille de Kyber de Mathieu Gabory, je crois, qui était un rôliste aussi. Ouais, c'est ça, puis j'ai dû en toucher 2 mots quand j'ai chroniqué Jaworski aussi, puisqu'il a travaillé pour Casus Belli. Ouais, c'est possible. Donc encore une fois, un auteur français qui vient du jeu de rôle, ou du moins qui a travaillé dans le jeu de rôle. C'est monnaie courante. Il a travaillé avec Michael Moorcock quand même, en 2011, sur Elric les buveurs de sang chez Fleuve Noir. Comme j'ai dit un peu avant, voilà, il a quand même travaillé avec des gens sérieux. ouais, carrément. Hein. Et il a reçu plusieurs récompenses, donc Confession d'un automate mangeur d'opium, qui est un ouvrage qu'il a écrit avec Mathieu Gabory chez Mnemos,
qui a reçu le prix Bob Moran en 2000 pour le meilleur roman francophone. Pour son roman Dream Americana de chez J'ai lu, il a eu le Grand Prix de l'Imaginaire 2004, catégorie meilleur roman. Et qu'est-ce que... Ouais, c'est les deux gros... Non, il y a un autre, Cyberpan, donc chez Mango Jeunesse, Grand Prix de l'Imaginaire 2004, catégorie roman jeunesse. Donc la même année, il a reçu 2 prix quand même. Ouais, je vois ça. C'est pas une moitié de saucisse. Non, c'est pas une moitié de saucisse, ouais. Tu peux y aller à pleine main, là. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'il a travaillé autant pour les adultes que pour les enfants. Donc ça, c'est assez important à noter, puisqu'il a aussi développé beaucoup d'univers très différents. C'est quelqu'un qui... Voilà, d'un livre à l'autre, vous pouvez vraiment changer de monde. C'est quelqu'un qui est très versatile. Et je trouve ça dommage que dans un genre en particulier, il se soit un peu planté. Mais en même temps, quand tu fais beaucoup de choses, forcément, tu peux pas être bon partout. Et encore une fois, c'est mon avis, hein, parce que, un peu comme pour toi, sur le net, tu trouves un peu de tout, des gens qui ont beaucoup aimé, d'autres qui ont trouvé ça vraiment très moyen, quoi. Moi, je l'ai trouvé carrément nul, hein, je vous le dis. Peut-être tu spoil, là. Voilà. Alors, l'auteur, non, on n'est pas nul, je vous conseille d'aller lire des ouvrages de Fabrice Collin, notamment Confession d'un automate mangeur d'opium. Voilà, quand il écrit Vengeance, Fabrice Collin c'est déjà un écrivain accompli, il a à son compteur une dizaine de romans, dont déjà 3 prix. Donc c'est pas une erreur de jeunesse. Alors je vous résume rapidement l'histoire. Donc on suit le destin de Tyrius Barkhane, un barbare, voilà déjà ça commence, sa chute, puis sa lutte pour sauver l'humanité. Le récit s'ouvre sur la destruction du village de Barkhane par des créatures cruelles et a priori invincibles que sont les Sentai. Alors déjà, là, il y a un problème linguistique, mais on pourra y revenir plus tard. Ça y est, il commence. Lâchez la bête. Il est recueilli par le frère de l'empereur de la cité de Datlakan, et il sera trahi par celui qui l'a élevé. Il doit donc fuir et se cacher dans les terres sauvages. Donc ça, c'est le début du roman, hein, c'est pas une intrigue très importante. À la mort de l'empereur, Barkhane se rend à Datlakan pour tenter d'y être réhabilité. La tâche est d'autant plus aisée que la capitale Assenat, donc les Assenat c'est l'Empire en gros, cherche désespérément un héros pour combattre la menace Sentai qui ne cesse de grandir. Mais encore une fois, Barkhane voit son destin basculer à cause d'une trahison. Des années plus tard, un barbare surnommé Lashheim, soit le Lion, vient réclamer sa vengeance contre Datlakan. Donc tout ça c'est dans la 4ème de coup, hein, c'est pas du spoil. Et de toute façon... Une fois que vous avez mis un pied dans le roman, vous savez à peu près tous les tenants et aboutissants quand les situations apparaissent. À aucun moment vous allez vous dire « Tiens, j'y aurais pas pensé ». Sauf un élément qui est quand même primordial, qui sauve le roman, je dirais. Mais je vais pas trop en parler parce que ce serait le seul intérêt que vous aurez à le lire. Merci. Alors, bah de rien. Alors si je présente un peu l'ouvrage globalement, on a un mélange de péplum et de dark fantasy. Alors pourquoi péplum ? Parce que l'Empire Assenat, donc on peut le comparer à l'Empire romain, a asservi les barbares, donc plusieurs tribus très stéréotypées. On a les Amérindiens, des Orientaux, tu vois, on sait même pas trop quelle culture, on tape large. Les Germains, c'est pareil, on sait pas trop, mais voilà, en gros vous prenez toutes les images stéréotypées, caricaturales du Moyen-Âge ou de l'Antiquité, et vous faites des tribus barbares avec. Donc déjà, premier point, c'est nul. En fait, si vous voulez écrire, ne faites pas ça. Parce que ça donne une apparence de diversité et de richesse ethnologique, on va dire, dans le roman. Alors que pas du tout, ça donne juste des espèces d'îlots de civilisation qui n'ont pas vraiment de lien entre elles, si c'était le fait qu'elles se font la guerre ou qu'elles commercent. Mais on sent pas de... Chacun dans sa case, chacun ses coutumes, sa culture et son environnement. C'est-à-dire les Orientaux sont dans le désert, les Amérindiens ils sont dans des zones de montagne et de forêt. Enfin tu vois, c'est vraiment le niveau zéro de la créativité, je trouve. Après, je dis tout ça en sachant qu'écrire un livre c'est difficile, c'est un processus long et que l'auteur a très certainement mis beaucoup de lui-même pour le faire. Des fois ça suffit pas. Ou alors vaut mieux garder ses idées et les laisser maturer pour qu'elles deviennent autre chose. Moi à mon avis c'est un roman qui a été publié prématurément. Mais je suis pas éditeur, donc je passe peut-être à côté de certains trucs. Hein. Donc on a la décadence de l'Empire, des tentatives d'assassinat, des orgies, tout ce que vous pouvez imaginer d'un empire décadent. L'originalité est que les Assenats ont tué leur dieu et cristallisent leur regret autour d'un culte qui est appelé le culte de la mère douleur.
et qui est finalement peu développé et qui aurait peut-être mérité, là pour le coup, un peu plus de profondeur, un peu plus d'explication et un peu plus de place dans le roman. C'est-à-dire qu'on comprend l'intérêt de ce culte un peu tard, et ça arrive un peu comme ça, comme pas un Deus Ex Machina, mais pas loin quoi. C'est en fait oui, ce truc-là dont on nous a parlé au début, il revient au milieu et à la fin pour donner quelques pistes d'explication, mais voilà, ça manque de chair. Donc on a un récit qui est très violent, l'intrigue somme toute assez simple, mais ça c'est pas un problème, hein, on peut avoir des intrigues très simples et passer un bon moment, qui recherche un souffle épique. Ça c'est important. On a une partie épique. On trouve tout de même une petite subtilité, donc comme je l'ai dit, sur l'explication du pourquoi du comment, des événements, pourquoi est-ce que ça s'enchaîne de telle manière, etc. On a quand même, voilà, on n'a pas affaire non plus à un manche, il y a quand même des trucs à se mettre sous la dent. Le roman est divisé en 4 actes, donc les 2 premières parties plantent l'intrigue et les personnages. Donc d'un côté on va avoir les alliés de Barkhane et de l'autre ses ennemis. Donc, voilà, niveau nuance on est à fond. Il aurait pas fallu plus, ça. Ouais, non, bah, c'est une 3e faction un peu, voilà. Bah si, les Santa, ils détestent tout le monde, donc ça, voilà, c'est... Dur, faudrait pas perdre le lecteur. Puis les deux parties suivantes se concentrent sur l'action, avec d'abord la chute du héros, mais on n'y croit pas une minute, donc ça marche pas des masses. Puis son retour pour se venger et sauver le monde. Il y a un léger doute qui plane sur l'identité du Lashheim, mais je pense que même là, en ayant parlé rapidement, c'est assez facile de savoir qui il est. Le titre ne ment pas, hein, on va suivre la vengeance d'un personnage. Il va d'ailleurs nommer son épée vengeance, là, pour faire pas du tout caricatural non plus. Et on va osciller entre le combat de la pureté barbare face à la déliquescence de la civilisation à la Howard. On a un peu ce stéréotype du personnage howardien, mais pas avec les qualités que pouvait avoir un Conan, par exemple, qui est loin d'être aussi unidimensionnel que ce qu'on imagine. Barkhane, lui, il est bien unidimensionnel. Hein. Barkhane, c'est le bien, et s'il fait du mal, c'est pour le bien. C'est un concept intéressant, en tout cas, ouais. Ouais, puis bon, il passe son temps à étriper des ennemis, donc c'est pas très grave, tu vois, c'est des ennemis, donc... Ouais, bagarre. Ils l'ont cherché. Et bagarre. Ouais, bah en même temps... Hein. Puis comme il est le sauveur de l'humanité, personne va aller lui chercher des poux. Au bout d'un moment, faut arrêter de s'emmerder. C'est ça. Ce que je reproche là, je parle de la pureté barbare face à la déliquescence de la civilisation, chez Howard, c'est vraiment un discours de fond. Et c'est quelque chose qui est pas... Tu peux lire Conan, par exemple, sans t'en rendre compte. Même si c'est chaud, mais imaginons que t'aies très peu d'esprit critique. Tu peux. C'est possible. Mmh. Et quand tu fouilles, en fait, il y a plein de petits éléments, et il y a des remarques, des personnages qui vont agir d'une certaine manière, etc., qui vont faire émerger cette idée-là. Là, très clairement, le père adoptif de Barkhane qui le trahit au début, tu sais que c'est un méchant. Je veux dire, il n'y a pas de demi-mesure. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, c'est négatif. Ok. Voilà, et l'Empire Assonas, c'est tous plus ou moins des... ils ont tué leur dieu, donc ils ont pas trop foi en l'avenir, ils vivent un peu sur l'instant, etc. Et voilà, il y a peut-être une petite nuance à ce niveau-là, mais concrètement, c'est vraiment, t'as l'impression, la civilisation dépossédée de toute la vitalité qu'elle a eu besoin pour se créer, face aux barbares qui, forcément, eux, comme ils vivent dans des conditions plus difficiles, ils ont encore cette énergie nouvelle, enfin bon. Moi, je trouve que c'est des ficelles un peu éculées, mais qui peuvent avoir leur sens, et je reviendrai là-dessus plus tard. On a tout de même les Sentai, donc qui amènent un peu de fraîcheur, hein, si on veut. Même si eux, ils sont pas loin de des humains d'enveloppe, hein, si tu veux, en termes de comportement. D'accord. Ok. Ouais. Ils sont là pour tuer, violer les femmes, manger les enfants. Hein. Ah, carrément. Je sais pas ce qu'ils ont avec la bouffe, mais putain, c'est chaud là. Ou dans le désordre, hein, ils peuvent faire ça, voilà, là je t'ai donné le standard, mais il y a pas de limite. Oui, ou tout en même temps aussi. Oui, évidemment. Donc eux, ils représentent d'une certaine manière les bas instincts de la civilisation. Là, je donne une piste. On a un autre élément qui me paraît un peu bancal, qui est le thème du héros solitaire, donc représenté par Tyrius Barkhane, pardon. Titus. Titus, on parle de l'Empire romain. Ouais, non. Je m'accorde, tu vois. Ouais, je vois ça, ouais. Non, Tyrius Barkhane,
qui en plus d'être un homme bon, un homme généreux, un homme fort, un homme intelligent, il a toutes les qualités du monde. À ce niveau-là, il me rappelle un peu les personnages de David Gemmell. Alors chez Gemmell, c'est un peu plus nuancé, mais moi de ce que j'ai lu chez David Gemmell, c'est un peu ce truc-là, quoi. Le héros seul face à l'adversité et comment il va vaincre l'adversité. Je suis pas fan de Gemmell, hein, mais je reconnais un certain talent dans ce domaine-là, quoi. Bah, au moins. Je vais être très franc, j'ai jamais lu. Bah, Lydros, la légende, pour commencer, c'est la base. Ok. Ça marche. Bon, c'est déjà à la base, c'est pas trop mon truc, le héros solitaire qui sauve le monde. Je crois que j'en ai déjà parlé un petit peu. Mais quand c'est bien fait, je peux l'accepter. Là, c'est quand même pas très bon, quoi. Le personnage principal, il est pas très intéressant. On a pas vraiment d'empathie pour lui parce que déjà, il réussit à peu près tout ce qu'il entreprend et il ne perd que quand on le trahit et que il y a une force, je veux dire vraiment imbattable en face de lui. Tu vois, tu peux pas lui dire s'il avait un peu plus travaillé, s'il avait été plus malin, si ça. Non, là, c'est vraiment, il avait zéro chance de s'en sortir. Et ça arrive au moins 2 fois. Et donc la deuxième fois, t'es là, bon bah d'accord, ça se passe mal, mais je connais la banane, quoi. On me l'a déjà donné, je sais comment ça va se finir. À ce niveau-là, pareil, c'est pas très réussi. Ensuite, on a le thème de la vengeance, évidemment, qui est le centre du récit. Et là, c'est pareil, c'est des poncifs, et c'est le bon qui se venge du mauvais. Donc finalement, qu'est-ce qu'on retire de ça, à part qu'il faut toujours relever l'adversité, si t'es plus bas que terre, tu vois, lui il retourne, il vient de la civilisation, il est capitaine de la garde de l'empereur, je crois, au début, puis il devient paria, il regagne ses lettres de noblesse chez les barbares, enfin tu vois, il remonte les échelons pour devenir le commandant de l'armée qui va combattre les Sentai. Enfin tu vois, il y a tout ce truc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, l'homme qui part de rien et qui va s'élever au-dessus du commun. Mais du coup, sa vengeance, elle passe au second plan. Enfin, on comprend que c'est son moteur au bout d'un moment, sur la dernière partie surtout. Mais c'est normal qu'il veuille se venger puisqu'on lui a causé du tort et injustement. Donc, ok, il va se venger, très bien. Il va réussir puisque c'est Barkhad qui réussit tout. Mais moi, je voulais revenir sur ce truc-là, c'est-à-dire que le thème de la vengeance est assez fréquent dans la Dark Fantasy. C'est un moteur quand même plutôt intéressant pour des personnages, surtout quand vous êtes dans un univers assez sombre. Ça permet, contrairement à l'ouvrage que tu nous as présenté, à justifier certains comportements. Forcément, tu vas être plus cruel envers quelqu'un qui t'a fait du mal que des gens qui t'ont rien fait et qui, a priori, te permettent de survivre. Voilà, c'est concrètement. Dans de nombreux cas, je trouve que ce thème de la vengeance, il va pas assez loin parce qu'il ne fait rien ressortir d'autre que le fait de se venger. Et en lisant les commentaires sur l'ouvrage, sur Vengeance, il y a, alors je sais plus qui a commenté ça ni sur quelle plateforme, mais la personne parlait du personnage de Arne, de Jean-Pierre Dionnet et Jean-Claude Gall, donc c'est de la BD. Ça par contre je vous conseille, voilà, c'est le conseil chronique. Moi j'ai une intégrale de Jean-Claude Gall et Jean-Pierre Dionnet que je vous conseille, qui s'appelle Épopée Fantastique. Il y a d'autres dessinateurs, je crois que c'est des dessinateurs qui changent, qui sont Picaré et Bill Mantlo. C'est plusieurs histoires, il y en a qui suivent, il y en a pas du tout. Et il y en a 2 histoires avec Arne, qui est un personnage assez proche de Barkhad, mais avec moins de pages. Et l'histoire peut-être encore plus simple. On a beaucoup plus de contenance, on va dire, enfin un personnage qui est un peu plus intéressant. Donc il y a la vengeance d'Arne et le triomphe d'Arne. Même les textes qui suivent avant, enfin les BD qui suivent avant, la cathédrale et les armées du conquérant, tournent tout autour de la vengeance, mais ont toute une manière différente de l'aborder et arrivent à des conclusions et des réflexions qui sont toutes assez intéressantes. Ça va du sacrifice d'une vie entière pour se venger d'une personne à comment est-ce que une ville qui est a priori une construction inanimée peut se venger d'une invasion, par exemple. Alors je sais que ça a l'air un peu sibyllique dit comme ça, mais quand on le lit et surtout quand on voit les dessins qui sont sublimes, tout devient clair. J'ai racheté un œil, ouais. Ça a éveillé ma curiosité là. Ah bah ça c'est une de mes BD de chevet. Ok. Ouais, je vais pas faire plus long, peut-être qu'un jour je la chroniquerai en entier. Bah ouais, ce serait bien de chroniquer de la BD aussi, ouais. Bah de toute façon je vais le faire dès que le Mercenaire est republié, hein, ça t'en fais pas. Parfait. Il y a aussi une histoire de vengeance d'ailleurs.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de bouquins qui parlent de vengeance. Hein. Bah c'est quand même un motif qui permet énormément de choses, exactement, donc c'est logique. C'est ça. Alors maintenant, vous prenez toutes les critiques que j'ai fait à l'ouvrage et vous les replacez dans le contexte d'une littérature adolescente. Puisqu'en fait, Vengeance, c'est un ouvrage pour les adolescents. Alors c'est pas écrit, c'est écrit nulle part, c'est pas précisé, il y a pas de remarque comme quoi ce serait de la littérature adolescente, mais ça en est. En fait, ça joue avec tous les éléments qui, quand t'es ado, peuvent te dire « Ah tiens, j'aime bien ce type de roman, il y a de l'aventure, c'est épique, il y a des batailles, il y a un peu de sexe, mais c'est beaucoup plus sage que ce que t'as décrit, hein, pour le coup, c'est plutôt bien fait. » Ouais, j'imagine. Difficile de faire pire de toute façon. Là, c'est assez bien écrit, et c'est même très bien écrit à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il en fait pas trop, ça reste quand même assez excitant quand même dans l'absolu. Et surtout, ça sert le propos du livre. Il y a ça tombe pas comme ça au hasard, quoi. Par contre, il y a quand même énormément de facilité, des personnages qui sont qui paraissent ceux qui sont et qui du coup rendent un peu l'ensemble assez plat. Quand les batailles surviennent ou le danger arrive, t'as aucune empathie pour les personnages, donc il peut leur arriver n'importe quoi. T'as juste l'impression que voilà, il y a de la violence, du sang, des morts, des cris, des pleurs, mais ça te touche absolument pas. Donc t'as cette impression que c'est assez artificiel finalement. Voilà, mais ça joue avec ce côté adolescent, tu vois, ce qu'on va chercher quand on est ado et qu'on veut lire de la fantasy et un truc qui permet de t'échapper, mais avec un peu de testostérone, de trucs dans le genre. Malheureusement pour lui, pour Vengeance, il y a quand même des bouquins un peu plus intéressants dans le même genre. Je pense à L'Ange du Chaos de Michel Robert, la série, qui est quand même un cran en dessus à mon avis. Le seul problème, c'est que c'est une série assez longue et que les 2-3 premiers tomes ça va, puis au fur et à mesure c'est pareil, une fois que t'as compris les ficelles, t'en fous un petit peu. C'est quand même vachement adulte, hein. Ah moi je trouve pas, tu vois. Moi, pour moi ça reste dans l'adolescence. D'accord, ok. Parce que si tu veux, il y a de la transgression, mais elle est pas, elle est toujours fondée sur ce que tu cherches, si tu veux. Les personnages qui sont décrits et qui sont présentés sont vraiment des caricatures ou des personnages fonction. Leur relation entre eux, elle est vraiment évidente, si tu veux. Tu vas pas te creuser la tête, tu vas dire ah ouais, ce personnage, je vois un peu quel type c'est, et du coup il va jouer tel rôle dans l'histoire, et en fait il joue tel rôle dans l'histoire. Les sexualités sont quand même assez normées. Ce qui m'aurait par exemple peut-être plus plu, là je parle plutôt de L'Ange du Chaos, parce que sur les scènes de sexe par exemple, t'as des choses qui peuvent être assez on peut dire violentes, enfin en tout cas qui revêtent pas des rapports normaux, on va dire, plutôt tendres que t'as logiquement avec une personne que t'aimes. Mais justement, ces moments où il y a un peu d'amour dans la relation, ou même beaucoup d'amour dans la relation, et j'ai l'impression qu'ils sont traités un peu de la même manière, si tu veux, en termes d'écriture. Il y a pas de nuance narrative, littéraire. Et c'est ce que je vais reprocher un petit peu aussi à Fabrice Collin sur Vengeance, en tout cas, parce que sur d'autres romans, je pourrais pas faire la même critique. Il y a un gros problème de style, c'est-à-dire que ça se veut assez théâtral, je dirais pas lyrique quand même, mais voilà, assez théâtral, avec des discours assez longs, des personnages qui ont des moments de bravoure, etc. Mais d'un autre côté, il y a des éléments qui sont tellement un peu simples, ouais c'est ça, simplés, vraiment du domaine de l'adolescence, que du coup tu te dis mais elle est où la hiérarchisation du moment, tu vois, tout est un peu au même niveau, mais en réalité ça devrait pas. Donc à la place, je vous conseille un manga, Berserk de Kentaro Miura, qui pareil parle de vengeance. Il y a du sang, du sexe, etc. Il y a aussi des moments qui sont plus ou moins intéressants. Et sur la longueur, je trouve que le manga a énormément perdu. Mais vous pouvez aller jusqu'à l'éclipse, en gros. Là, par contre, vous devriez trouver votre compte. Et pour le coup, pour quelque chose d'adolescent dans l'esprit, on est sur quelque chose de plus adulte, parce que y a une réflexion derrière tous ces éléments un peu gore, un peu trash, etc. Il y a réellement des motifs et des thèmes qui te poussent à réfléchir plus loin que simplement l'excitation de la lecture, si tu veux. Et j'ai l'impression que Fabrice Collin, c'est ce qu'il a essayé de faire avec les Sentai, mais finalement c'est trop peu, trop tard, et
pas suffisamment mis en relief. Donc c'est pour ça je voulais pas non plus trop casser du sucre sur le dos du livre. Encore une fois, je parle pas du tout de la qualité des plumes de la plume de l'auteur, parce que ça reste très lisible. Je veux dire, c'est pas... Mais j'ai galéré à lire la fin parce que j'en avais marre de savoir où aller et que ça ressassait des poncifs et voilà, c'était gavant, quoi. Et je suis sûr que même ado, j'aurais eu à peu près le même avis. C'est ça le truc, c'est que... Enfin, après, c'est peut-être aussi parce que j'ai été rapidement sensibilisé à la fantasy et que j'ai lu des trucs qui ont un peu plus d'envergure avant même de me tourner vers des trucs, va dire, moins célèbres pour leur qualité littéraire. Mais ouais, moi je suis pratiquement sûr que tu m'aurais donné ça ado, je l'aurais pas fini. Là, je me suis fait violence parce que voilà, pour en parler, faut le lire, quoi. Mais ça, ouais, j'aurais lu, je pense, les 2 premières parties et je serais allé faire autre chose, quoi. Lire un autre livre. Quoi qu'il en soit, ça fait déjà 2 chroniques mitigées, nos premières chroniques mitigées en presque un an, hein, et c'est intéressant aussi d'avoir des avis qui sont pas spécialement toujours bons, en fait. Tant que c'est constructif, hein. Oui, c'est ça. Puis l'idée, voilà, c'est que un livre, c'est vraiment un gros boulot. Donc, Ouais. c'est normal que des fois, ça ne fonctionne pas. Bon, bah écoute, quoi qu'il en soit, je pense qu'on a fait le tour. Bah moi, j'ai bien fait le tour, je pense. J'en ai plus parlé que nécessaire par rapport à ce que j'ai aimé la lecture, donc... Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à faire un tour sur les réseaux sociaux, hein, pour suivre l'actualité des Annales d'Opale. Comme on disait dans l'épisode d'avant, normalement, on vous réserve encore une petite surprise ou deux dans les mois qui viennent, surtout pour notre anniversaire, des 1 an. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming. On est disponible sur Instagram, Facebook et Twitter, pour les principaux. Et surtout, on a décidé de mettre en avant notre YouTube. Donc, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou, un petit like, à partager, tout ça, et à commenter pour le référencement, ça peut nous aider. Voilà, sinon, pour ceux qui n'aiment pas utiliser YouTube, on est dispo sur iTunes, Spotify, Deezer, Podcast Addict, tout ce qui est un flux RSS, en gros. Ouais, c'est l'idée, exactement. Et puis nous, voilà, on se retrouve d'ici 2 semaines. C'est ça, dans 2 semaines. Puis lisez bien. Et lisez beaucoup surtout.